Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le projet de nouvelle constitution continue de susciter des réactions à travers le pays. La nouvelle loi fondamentale prévoit plusieurs modifications. Parmi elles, la création d'un Sénat et la suppression du Haut Conseil des collectivités. Alors que la majorité défend ce texte, l'opposition et certaines organisations de la société civile se mobilisent pour dire non à cette révision constitutionnelle. En attendant, le projet devrait être soumis au référendum le 9 juillet prochain. Qu'est-ce qui justifie la révision constitutionnelle? L'article 118 de l'actuelle constitution a-t-il été violé? La date du 9 juillet est-elle propice pour le référendum? Nos invités, Yaya Sangaré de l'ADEMA qui représente la majorité au téléphone. Bonsoir Monsieur Sangaré. Bonsoir Monsieur Sangaré. Alors, M. Sangaré n'est pas encore avec nous. Tieblé Dramé du Parena qui représente l'opposition. Bonsoir, M. Dramé. Bonsoir. Également, Ibrahim Ikassa Maïga, enseignant à la faculté de droit privé. Bonsoir, M. Maïga. Bonsoir, M. Touré. Je suis Mohamedou Touré, à la technique Salim Diouara. Le grand dialogue. Alors ce soir, nous allons parler de la révision constitutionnelle, les Maliens divisés entre le oui et le non. Pour commencer, on va d'abord écouter Adama Koulibaly, assistant parlementaire à la commission loi de l'Assemblée nationale par rapport aux différentes modifications. Les grands changements, c'est par rapport à la constitution en vigueur, c'est que le président de la République va déterminer la politique de la nation. Aussi, au niveau du titre relatif aux droits des personnes, aux droits et devoirs de la personne humaine, des nouveaux droits ont été aussi consacrés, notamment le droit à l'alimentation, le droit à la nutrition. Aussi, pour les candidats aux élections présidentielles, ils doivent être de nationalité malienne, exclusivement malienne d'origine. On a requis ça pour les candidats à l'élection présidentielle, pour préserver, pour protéger la fonction présidentielle. Aussi, et à la création d'une seconde chambre du Parlement, c'est-à-dire le Parlement malien va comprendre désormais l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces deux chambres vont légiférer dans les domaines qui leur sont spécifiques. L'Assemblée va connaître de tous les projets et propositions de loi d'une manière générale. Et pour le Sénat, ça va être des projets et propositions de loi qui ont trait à l'organisation territoriale, qui ont trait au développement local, à la décentralisation aux collectivités. Aussi, une innovation, c'est la création de la Cour des comptes, qui est une exigence de la directive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce qui a été prévu dans cette réforme constitutionnelle, c'est de prévoir d'autres options, d'autres possibilités de réviser la Constitution. Cette procédure de passer par référendum est maintenue, mais aussi pour les petites réformes constitutionnelles, c'est-à-dire pour juste modifier certaines dispositions qui n'ont pas beaucoup d'impact sur la vie politique nationale. On a donné la possibilité maintenant au Parlement et puis au Sénat, réunis en congrès, de pouvoir modifier ces dispositions-là. Mais c'est clair que toute modification qui concerne le mandat, non seulement des députés, du président de la République, des sénateurs, ces modifications sont soumises vraiment au référendum. Alors c'était là Adama Koulibaly, assistant parlementaire à la commission loi de l'Assemblée nationale. Monsieur Yaya Sangaré, vous êtes député à l'Assemblée nationale au nom du parti ADEMA et vous représentez également la majorité. Vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors qu'est-ce qui justifie la révision constitutionnelle aujourd'hui? Bon, moi je pense qu'après 25 années d'investis démocratique, je crois que tous les Maliens sont d'accord aujourd'hui qu'il fallait aller à un toilettage de la Constitution du 25 février 1992. Et je pense que ce n'est pas la première fois que cette initiative soit tentée par les différents présidents. Alpha Oumar Konaré en son temps l'a tenté. Pour diverses raisons, on n'a pas pu aller au référendum parce qu'il y a eu la loi quand même qui a été votée par l'Assemblée nationale. Il y a Amadou Touré également qui l'a tenté. Et je crois que pour les raisons que vous savez déjà avec les événements survenus en 2012, on n'a pas pu y aller. Donc, ça veut dire qu'il y avait un besoin quand même de corriger les incidents et les faiblesses qui ont été constatées dans la Constitution du 25 février 1992. Donc, vous avez vu que toutes les innovations que vient de numérer l'assistant, il y a beaucoup d'innovations qui ont été intégrées pour que d'abord nous nous adaptons au contexte actuel.
également pour que nous trouvions quand même, nous projeter quand même sur l'avenir, pour que le Mali ne puisse pas rester quand même en état assis dans un monde qui évolue. Donc voilà les raisons, et faire en sorte quand même que nous puissions aujourd'hui trouver des réponses adéquates à des crises qui se posent, qui sont dans le pays. C'est quoi qu'on dise, je pense que les Maliens doivent également reconnaître aujourd'hui qu'il y a une rupture de confiance entre les populations et l'État, les pouvoirs publics et même les élus. Et je pense que même la création de la deuxième chambre peut être une réponse à cela, pour qu'au moins d'autres légitimités sociales, traditionnelles, puissent participer à la gestion du pays. Parce que, quoi qu'on dise, toutes les décisions, toutes les lois qui ont été votées, ou toutes les décisions prises au sommet de l'État, souvent, notamment, on conserve quand même d'autres légitimités pour que ces légitimités puissent intégrer certaines valeurs de notre pays. Donc, à côté de la démocratie occidentale que nous vivons, il est bon quand même que nous puissions quand même associer certaines valeurs qui peuvent faire en sorte que nous puissions apporter des réponses aux préoccupations des Maliens et surtout nous plonger quand même dans l'avenir. Monsieur Tcheblin Dramé, vous êtes responsable du parti Parena et également de l'opposition. Est-ce que vous pensez que cette révision est justifiée? Je vous remercie. Je veux saluer vos auditeurs et saluer l'honorable Yaya Sangaré et lui dire toute mon estime. C'est l'un des rares parlementaires de la majorité, l'une des rares personnalités de la majorité qui courageusement, il y a 1 an et demi, quand le président de la République, dans un accès de colère, m'avait taxé de petit monsieur, Yaya Sangaré est une des rares personnalités de la majorité à prendre position, à condamner cette façon de se comporter sur la scène publique, dans la vie publique. Donc je veux lui dire toute ma considération. Et après avoir dit cela, moi je ne vois pas de raison de modifier notre constitution démocratique adoptée en 1992 dans les circonstances actuelles, pour les raisons pour lesquelles le président de la République, le gouvernement et la majorité ont évoqué. D'abord, quand vous regardez cette révision constitutionnelle, c'est presque une révision pour rien, sauf le renforcement sans précédent des pouvoirs du président de la République. À travers quoi et quoi? Écoutez, le président de la République détermine la politique de la nation, le président de la République désigne le tiers du Sénat, le président de la République désigne le président de la Cour constitutionnelle, le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions comme il veut, sans tenir compte de la majorité de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que cette révision a codifié les dérives autoritaires que nous avons observées ces dernières années. Il y a la personnalisation à outrance du pouvoir au Mali. Et c'est contraire à l'esprit de nos institutions, c'est contraire à l'esprit et aux idéaux de mars 1991. Il ne faut pas oublier que la constitution en vigueur aujourd'hui a été adoptée après la révolution de mars. Elle a été adoptée pendant la conférence nationale souveraine, où toutes les forces vives du pays se sont retrouvées pour se pencher au chevet du Mali. Et cette constitution a donc été élaborée dans un contexte d'un consensus contre l'autoritarisme, pour équilibrer les pouvoirs, pour encadrer les pouvoirs, en particulier du président de la République. Alors, donc vous n'êtes pas d'accord avec les raisons évoquées par M. Yaya Sangaré par rapport à la révision? Je pense que les raisons que la majorité, de façon générale, que le président de la République lui-même et que le gouvernement évoquent, ne sont pas de bonnes raisons. Je ne veux pas dire que notre constitution, c'est le Saint-Coran ou que c'est la Sainte Bible, qu'elle ne doit pas être révisée, qu'elle ne peut pas être révisée, loin s'en faut. Mais quand on a en vigueur une constitution qui a été écrite avec le sang des martyrs, on ne se comporte pas comme le président de la République et le gouvernement se sont comportés pour le faire, donc sans aucun dialogue politique. Vous n'êtes pas contre cette révision constitutionnelle, mais vous êtes juste contre les modifications. Contre cette révision constitutionnelle. Je suis contre cette révision. Est-ce que vous pensez que la révision constitutionnelle doit se faire maintenant? Non. Pas du tout, justement. C'est ce que je vous dis. Et si vous me donnez 2 minutes, je vais vous dire l'ensemble des raisons pour lesquelles je pense qu'il ne faut pas. On reviendra à cette question. Je vais simplement dire que c'est une constitution qui a été adoptée par la Conférence nationale souveraine, qu'elle a été écrite avec le sang des martyrs de mars 1991. Et quand on veut réviser une telle constitution,
le minimum d'égard pour la démocratie et pour les Maliens, c'est de procéder à des concertations, à des discussions avec les forces vives, avec la majorité, avec l'opposition. Les personnalités de la majorité qui soutiennent cette révision, elles n'ont pas été consultées, elles n'ont pas été impliquées. Le gouvernement a mené ça tout seul, de façon cavalière, à la légère, jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc l'opposition également n'a pas été consultée. Pas du tout. Même, je veux dire que l'opposition dit qu'elle est contre, l'opposition n'a. Avant l'Assemblée nationale, je ne connais aucun segment de la vie publique malienne qui a été consulté. Le gouvernement a fait ça de façon cavalière. Ça relève du mépris, ça relève de l'arrogance. Et quand on est un pays qui est le pays où il y a eu mars 1991, on doit se garder de procéder à certains comportements. On vous redonnera la parole. Monsieur Ibrahim Ikassa Maïga, vous avez entendu tout de suite la majorité et l'opposition. Est-ce que vous pensez que cette révision constitutionnelle est justifiée? Alors, merci bien, M. Touré. Merci à M. Dramé et à M. Sangaré aussi pour avoir présenté leur vue sur cette question assez cruciale aujourd'hui. Maintenant, elle est cruciale. Et pour cette raison, elle ne doit pas tomber dans la banalité. Mais la façon d'amener la procédure de révision de la Constitution relève, à la limite de M. Dramé l'a dit, du mépris vis-à-vis des citoyens qui sont les premiers concernés. En fait, puisque c'est l'expression de la volonté populaire, c'est une Constitution issue d'une révolution. J'ai nommé la révolution de mars 91 et qui a été adoptée par référendum. Donc, par égard justement à ces citoyens maliens, à ces martyrs, je pense que la façon d'amener doit observer les mêmes formes, la même solennité, la même concertation approfondie justement sur la procédure. Donc alors, vous êtes d'accord avec la révision constitutionnelle, mais vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont... L'opportunité de la révision, ça se pose en termes, par rapport au fond, mais surtout par rapport à la forme et aux circonstances. Maintenant, les circonstances actuelles n'y sied pas. Je veux simplement dire de ce point de vue qu'il n'y a pas eu de concertation, a priori. Nous avons vu au passage, au fil de la presse, qu'un comité d'experts avait été désigné. Ce comité d'experts a passé justement à des auditions. De qui, au nom de qui représente qui, on ne le sait pas trop. Et quel est le résultat, justement, de ce travail technique? Nous ne le savons pas. Et on a vu, justement, que le Conseil de ministres extraordinaire du 10 mars a adopté un projet de révision de la loi constitutionnelle et qui a été déposé devant l'Assemblée, qui a aussi, à travers sa commission de loi, procédé à des auditions. De qui, au nom de qui, on ne le sait pas trop. Ils ont sillonné, dit-on, les régions. Je pense que les Maliens se trouvent bien au-delà des chefs-lieux de région. Alors, je me dis, ce qui se joue est très important. Maintenant, parlons des circonstances, qui sont celles que vit le Mali aujourd'hui. Dont la souveraineté est sujette à caution. Ça, il faut qu'on le dise. Nous n'avons pas la plénitude de notre souveraineté dans bien des questions qui nous regardent au premier chef. Mais alors, on se permet quand même de se comporter comme si de rien n'était. Est-ce que l'article 118 de l'actuelle Constitution a été violé? Oui, mais pleinement, de long en large. Moi, j'ai écouté les membres du gouvernement défendre ce point de vue en disant que non, nous ne sommes pas... Vous avez vu la déclaration de la Cour constitutionnelle? Nous ne faisons pas l'objet d'une occupation ou d'une agression extérieure. J'ai dit, mais... Quand est-ce qu'on a à distinguer quand la loi ne distingue pas? Il y a un principe général de droit qui le dit. Il n'y a pas à distinguer quand la loi ne distingue pas. La loi n'a pas dit... En tant que juriste, que pensez-vous de la déclaration de la Cour constitutionnelle par rapport à l'insécurité? La Cour constitutionnelle, je pense qu'elle a fait un jeu politique, point. Elle a joué à... Tantôt on le qualifie de juridiction politique et je pense qu'elle est pleinement dans ce rôle aujourd'hui. Sinon, faire ce déni de la situation réelle du Mali aujourd'hui, je pense que ça n'est trop et aucun Malien, même ceux qui le déclarent,
le font à contre-cœur. Et je ne sais même pas pourquoi, qu'est-ce qu'il est fait courir de ce point de vue. M. Sangaré va répondre à cette question. M. Sangaré, Tcheblin Dramé vient de le dire que l'opposition n'a pas été consultée. M. Ikassa Maïga le dit que les Maliens n'ont pas été consultés. Est-ce que vous avez consulté les Maliens avant de procéder à cette révision de la Constitution? Non, j'ai ri d'abord de ces affirmations. J'ai ri de ces affirmations parce que ça, c'est un faux procès. D'abord, moi, je remonte jusqu'à la Constitution de 1992. À l'époque, il n'y a pas d'Assemblée nationale au Mali. Donc, c'est une conférence nationale qui en a décidé. Et j'ai pensé à l'époque, il y avait des gens qui avaient été mandatés pour faire l'avant-projet de Constitution, parmi lesquels il y avait M. Demba-Diallo. Et il s'est dit même que la Constitution de 92, c'est quelque chose qui a été écrit par le M. Demba-Diallo. Donc, la conférence nationale l'a validé. Donc, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Ceci dit, moi, je pense que quand on écoute les uns et les autres, personne ne remet en cause la nécessité de toilettage aujourd'hui de la Constitution. Maintenant, les approches, la méthode, on peut en débattre. Mais il ne faudrait pas également que les gens anticipent sur les choses. On peut en débattre. Est-ce que vous êtes d'accord avec la méthode? La méthode, oui. Moi, je suis d'accord avec la méthode. Parce que pourquoi? Ceux qui sont en train de déposer n'est pas exact. Parce que l'opposition parlementaire a été associée du début à la fin. Nous avons participé à tous les débats. Nous avons apporté 75 amendements au projet de mais avant que le projet ne soit au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que l'opposition et les Maliens ont été consultés? Dit spécifiquement que l'initiative de la révision de la Constitution est concurremment de ce le président de la République, les députés de l'Assemblée nationale. Donc c'est le président de la République qui a pris l'initiative. Il a mis en place un comité d'experts. Ce comité d'experts a écouté des gens, nous on n'était pas au courant. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons écouté au moins 400 personnes. Nous avons passé 80 jours. Nous avons fait pour la première fois ce qu'on appelle des écoutes citoyennes dans la région, où on a associé et la société civile, les partis politiques. Le parlement qui vous parle, les témoins, ils sont passés, ils ont donné leur point de vue. Donc il y a des observations qui ont été intégrées, mais il y a des observations qui n'ont pas été intégrées. Mais dès maintenant que tous les partis politiques ont été invités à l'Assemblée nationale, qu'ils soient de la majorité qui est de l'opposition, qu'ils soient parlementaires et extra-parlementaires, tout le monde a été associé à ces débats. Alors vous parlez de la société civile et des partis politiques. Est-ce que vous avez consulté également les groupes armés? Excusez M. Sangaré, vous dites que vous avez consulté la société civile et les partis politiques. Est-ce que vous avez consulté les groupes armés? Les groupes armés, la CEMA par exemple, la plateforme aussi. On a consulté les groupes armés, on a consulté les syndicats, on a consulté les associations, on a consulté les organes des femmes des jeunes. S'il vous plaît, M. Sangaré, écoutons la réaction du porte-parole de la CMA, M. Ilad Ag Mohamed. Le deuxième capsule, le technicien. Moi, je pense que les conditions ne sont nullement réunies, pas seulement à Kidal. Pour ce qui concerne la CEMA, elle n'acceptera jamais des élections tant qu'il y a des dizaines de milliers de réfugiés qui vivent en dehors du territoire. On l'a toujours dénoncé depuis les élections antérieures. Et jusqu'à présent, on continue à les dénoncer. Je crois que c'est des personnes qui ont le droit de s'exprimer pour tout ce qui concerne la vie de ce pays. Et ensuite, ce projet de constitution, est-ce qu'il a même pris en compte les préoccupations des uns et des autres? À mon avis, rien n'a changé, à l'exception du Sénat, bien sûr, où des pouvoirs du président de la République ont été renforcés. Je ne vois pas ce qui a changé. Monsieur Sangaré, que pensez-vous de cette déclaration d'Ilad, qui est porte-parole de la coordination des mouvements armés? J'ai dit, on n'a pas pris en compte tous les préoccupations, tous les désidératas des uns. Mais il dit qu'ils n'ont pas été consultés. Vous m'avez demandé s'ils ont été consultés. Ils ont été consultés, ils ont été associés. Merci, M. Sangaré. Alors, on va donner la parole à M. Tcheblin Dramé de l'opposition. M. Tcheblin Dramé, vous dites que vous n'avez pas été consulté. Le projet a été au niveau de l'Assemblée. Je pense que vous étiez au courant avant que le projet ne soit à l'Assemblée. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé ce projet avant que l'Assemblée ne l'adopte? Je voudrais d'abord procéder à des rectifications. Le député Sangaré a dit comment ça s'est passé à la conférence nationale souveraine. Ça ne s'est pas passé comme ça. La conférence nationale a regroupé toutes les forces vives du pays et une commission constitutionnelle qui ne se réduisait pas à une seule personnalité comme Demba Diallo. Il y avait plusieurs représentants du pays qui se sont retrouvés et qui ont élaboré un projet qui est venu en plénière
de la conférence nationale souveraine qui a été débattue. Il a dit qu'il n'y avait pas d'assemblée, mais il y avait un organe qui tenait lieu d'assemblée. C'était le comité de transition pour le salut du peuple. Le document est venu au comité de transition pour le salut du peuple avant d'être transmis au gouvernement. Donc dire qu'il n'y avait pas d'assemblée, que c'est Demba Diallo qui l'a fait, etc. Non, c'est l'acceptation. Je dis que quand une constitution est élaborée dans les conditions dans lesquelles la constitution de 92 est élaborée, quand on veut la réviser, quelles que soient les raisons pour lesquelles on veut la réviser, je crois qu'il est extrêmement important de tenir compte du consensus qui a prévalu à son élaboration. Ça, c'est un document consensuel. Il y avait un consensus républicain et le président de la République, le gouvernement et les députés de la majorité viennent de donner un coup de pied au consensus républicain élaboré en 1991. C'est un grave précédent. Il n'y a pas eu de discussion, je le maintiens, préalable avant que le document arrive à l'Assemblée nationale. Il faut que les députés se mettent à l'aise. Ils ne sont pas en cause. Ce n'est pas eux qu'on est en train de critiquer, c'est le président de la République et le gouvernement que nous critiquons pour manque de dialogue, manque de concertation. C'est eux qui auraient dû réunir les forces vives, réunir les acteurs politiques, de la majorité de l'opposition, de la société civile, pour soumettre l'idée, tout simplement parce que le Mali n'est pas un autre pays. Oui, mais est-ce que l'opposition était au courant avant que le projet ne soit soumis à l'Assemblée nationale? Ce qui s'est passé, il y a eu un comité d'experts qui a été nommé par le gouvernement pour réfléchir aux possibilités de réviser la Constitution. Ce comité d'experts a fait son rapport, il a été mis dans les tiroirs, sinon dans la poubelle, et puis un nouveau projet a été concocté, on ne sait par quelle main, dans des circonstances totalement obscures, ce qui fait qu'il a donné lieu à un conseil extraordinaire un jour dans l'après-midi au mois de mars, n'est-ce pas? Et aussitôt, donc, adopté à la va-vite par le gouvernement. Vous n'avez pas dénoncé ça avant que l'Assemblée ne l'adopte? Écoutez. Tout le monde savait qu'il y avait un comité d'experts. Le comité d'experts fait son rapport. Il est mis à la poubelle ou dans les tiroirs. On va aller concocter un projet de constitution, je ne sais où. Je le répète, par des mains obscures, dans des circonstances totalement opaques. Et un jour, on apprend à la radio que le Conseil des ministres s'est réuni et a adopté un projet de constitution. On n'en savait pas le contenu quand la commission loi a commencé à faire les écoutes. J'ai dit encore une fois, la commission loi, l'Assemblée nationale ont fait leur travail. Ce n'est pas eux qui sont en cause. Ce n'est pas les écoutes que vous avez organisées, l'honorable Sangaré, qui remplacent le nécessaire dialogue, la nécessaire concertation, les carences du gouvernement de la République du Mali. C'est de cela dont nous parlons. Nous ne sommes pas en train de critiquer le travail de l'Assemblée ou le travail. D'ailleurs, pour que les députés... Attendez une petite seconde. Une autre question. Les députés ont déposé, la commission saisie au fond a déposé 80 amendements. L'opposition, les députés de l'opposition ont déposé 42 amendements. 122 amendements déposés, ça veut dire que le travail venu du gouvernement était un travail fait à la légère, qu'on a ignoré l'expertise locale. C'est pourquoi les députés ont pris en main quasiment la réécriture du projet venu du gouvernement. C'est la raison pour laquelle moi je ne parle pas de toilettage, l'honorable Sangaré. J'ai dit qu'il y a eu bricolage de la Constitution de 1992. Alors, révision constitutionnelle, on n'a pas commencé à en parler sous l'ère d'Ibeka, mais on en a parlé dans les précédents mandats, notamment sous ATT. Vous n'étiez pas contre. Pourquoi vous êtes contre Qu'est-ce qui vous peut dire que je n'étais pas contre? Parce que vous ne l'avez pas souligné, vous ne l'avez pas signalé. Vous aussi, vous ne connaissez pas l'histoire. D'abord, quand le président Konaré a voulu réviser la Constitution, et les députés de l'ADEMA ont voté la Constitution. Mais sous ATT. J'arrive, avant ATT. Avant ATT, il y a eu la tentative de révision sous Konaré. Et que nous, députés du parrainage, j'étais personnellement à l'Assemblée nationale, nous avons dit et redit que ce n'était pas le moment de faire une révision constitutionnelle. Parce que les conditions du consensus n'étaient pas là. Pourquoi? À l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait le COPO. C'est des partis politiques qui avaient boycotté les élections et qui ont constitué un COPO, qui n'ont donc pas voulu participer. Nous avons, même s'ils ne sont pas dans les institutions, même si nous pensons qu'ils ont tort, on ne peut pas toucher à la Constitution en leur absence. Ça, c'était la position du parrainat. Et j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai combattu cette révision constitutionnelle. La majorité l'a votée. À l'époque, l'ADEMA avait une majorité écrabouillante à l'Assemblée. Elle a voté le projet. On est allé la campagne référendaire. Quelques semaines avant les élections, le président Konaré a eu la sagesse de retirer son projet de révision constitutionnelle et de mettre fin, n'est-ce pas,
à la controverse, parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas suffisamment de consensus autour. Venons-en à Tété. Vous dites qu'on n'a pas critiqué. Au contraire, toutes nos prises de position, les miennes sont connues parce que nous avons critiqué la révision constitutionnelle d'ATT. Non pas parce qu'il n'y avait pas de consensus, parce qu'il y avait des germes dans cette constitution qu'on retrouve ici aujourd'hui. Donc, pour ce qui nous concerne, pour ce qui me concerne, j'ai combattu toutes les tentatives de révision de 2001 et de 2011. Parce que mais pourquoi? Parce que vous pensez que cette constitution ne doit pas être révisée? Non, c'est pas. J'ai dit encore une fois, c'est pas la Bible, c'est pas le Coran. La première tentative, c'est parce que le consensus n'existait pas, comme aujourd'hui. Alors, on va donner la parole à M. Sangaré, on reviendra à vous. M. Sangaré, avant de donner la parole à M. Maïga. M. Sangaré, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Tcheblin Dramé par rapport à cela? Par rapport au fait qu'ils ont dénoncé également la révision de la Constitution qui avait été proposée par les différents mandats, notamment celui d'ATT. Non, Tcheblin Dramé a dénoncé, mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont en train de... Je parlais de l'opposition, bien sûr. Non, l'opposition n'a pas toujours dénoncé. Tcheblin Dramé n'a pas varié dans sa position. Mais je vois des gens, je peux pêle-mêle, je prends par exemple Ibandia de l'IRD, mais qui était un des fervents défenseurs sous ATT pour la révision constitutionnelle, qui ne peut pas aujourd'hui nous dire que la révision ne s'impose pas. Mais Tcheblin Dramé est resté invariable. Mais j'ai dit à Tcheblin Dramé, comme il le reconnaît, une constitution n'étant pas ni une Bible, ni un Coran, et quand on se rend compte de certaines insuffisances, il faudrait quand même qu'on passe quand même à la relecture. Je prends un exemple, terre à terre. Prenons par exemple la Cour des comptes. À cause de la rigidité de notre constitution, le Mali ne pouvait pas aller à la création de la Cour des comptes. Vous pensez qu'on ne doit pas aller à une révision à cause de ce seul aspect? Vous pensez aujourd'hui qu'on ne doit pas aujourd'hui aller à des nouvelles institutions qui peuvent permettre à d'autres Maliens, à d'autres légitimités de participer à la gestion du pays? Le problème n'est pas IBK, le problème n'est pas le président qui est là. Moi, je dis qu'il faut penser au futur. Il faut penser à consolider, à renforcer les institutions qui peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, que nous ayons une démocratie vivable, qu'on ait un pays qui soit en phase avec l'évolution mondiale. Oui, mais voilà, beaucoup de Maliens dénoncent le fait qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de pouvoirs qui seront attribués au président de la République en nommant certaines personnalités, également en désignant un tiers des membres du Sénat. Bon, moi, je pense que ça, c'est des faux débats. Parce que moi, je me dis, cela n'est pas... Parce qu'on est en train, en nous disant, Tcheblin Dramé même aller jusqu'à dire, c'est un frère que je respecte, qui est allé jusqu'à dire qu'on est en train de faire d'Ibeka un monarque. Mais Ibeka, son mandat, il ne reste qu'un an. En 2016, on doit aller en compétition. Si la Constitution est acceptée, votée, mais ce n'est pas en ce moment que ça va s'appliquer à Ibeka. Est-ce à dire en ce moment que l'opposition sait déjà qu'elle va faire les élections de 2018? On est en train de dire aujourd'hui, quelqu'un qui va au suffrage universel direct, un président qui est élu par l'ensemble des Maliens, il faut lui donner les leviers pour qu'il puisse exercer son mandat. C'est à la fin de son mandat maintenant qu'on peut dire, on vous a donné tous ces pouvoirs, voilà ce que vous nous donnez comme résultat. Justement, par rapport au président qui sera élu par l'ensemble des Maliens, pourquoi ne pas laisser les Maliens également élire l'ensemble des sénateurs? Non, on s'est dit parce qu'il y a des légitimités aujourd'hui. Le problème du moins, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction, il y a un problème, une rupture de confiance entre les populations et les élus et les légitimités issues des élections. Donc on s'est dit en ce moment, on donne le pouvoir à ce président qui a été élu par l'ensemble des Maliens pour qu'au moins ils puissent choisir un tiers qui peuvent être des légitimités traditionnelles, qui peuvent être des gens qui ont un savoir-faire, qui peuvent être même des cadres qui ont une expertise, mais qui ne peuvent pas aller aux élections. Mais s'ils ne veulent pas venir aux élections, pourquoi les nommer, les pousser à venir au Sénat? Le premier il a les pouvoirs, pourquoi les gens ne remettent pas ça en cause? Les membres du gouvernement ne sont pas élus. Les premiers les a élus, ils sont 33. Mais si on dit aujourd'hui qu'on veut prendre des gens qui ne peuvent pas aller aux élections, mais qui ont des légitimités, qui ont de l'expertise et que cela peut apporter quelque chose au Mali, mais il faut c'est une tentative, c'est une réponse aux crises cycliques que nous connaissons. Alors, parlons de justice. M. Ibrahim Ikassa Maïga est enseignant à la faculté de droit privé. Est-ce que vous pensez qu'on devrait laisser le président, le futur président bien sûr, si ce projet devrait être adopté, nommer un tiers des députés et nommer également des personnalités comme le président de la Cour constitutionnelle? Je pense que c'est un gros risque de dérive. Déjà, je dis, il y a des points de révision opportunes. Bien sûr, la Cour des comptes en fait partie, okay? Mais il y a aussi des
des points de révision opportunistes, comme justement le fait d'attribuer la compétence au président de la République de désigner, de nommer carrément le président de la Cour constitutionnelle. Mais à quoi bon? Quelles insuffisances nous avons vues dans le mode de désignation du président de la Cour constitutionnelle et qui fait qu'aujourd'hui, il faille attribuer justement cette compétence au président de la République. Je n'en vois pas la nécessité, sauf que de renforcer les pouvoirs de ce président de la République, qui fait une incursion dans le domaine judiciaire. Nous sommes d'accord. Ensuite, il fait aussi une incursion dans le domaine parlementaire, puisque la séparation de pouvoir est un principe sacro-saint en République, mais aujourd'hui, le président de la République aura la compétence, si justement ce projet passe, donc de désigner une partie du pouvoir des membres du pouvoir législatif. Je me demande. Maintenant, c'est que je reviens à mes premières idées, c'était par rapport à la façon d'amener justement cette révision. C'est comme si on veut faire passer à catimini un aspect important de la vie nationale qui est justement cette modification de la Constitution. Par exemple, la présentation, moi j'ai sous la main le journal officiel qui convoque le collège électoral et dans lequel journal officiel, le projet de texte est dedans. Mais ce ne sont que les points d'amendement de l'Assemblée nationale qui sont mis en exergue. Mais les autres points introduits justement par le Conseil de ministres n'apparaissent pas. Et il faut un expert pour pouvoir, alors que c'est le citoyen lambda qui est appelé à voter. Parlons de communication dans ce cas. Mais pourquoi ça pêche? C'est comme un cheval de Troie. Monsieur Maïga, au lieu que la majorité soit là à défendre le oui et que l'opposition défende le non, est-ce qu'il ne faudrait pas justement expliquer tout simplement, sensibiliser la population pour qu'elle-même elle puisse décider si oui ou non elle va voter pour oui ou non le 9 juillet. Mais justement, c'est ça, c'est un piège. C'est un piège parce qu'il y en a qui disent, alors on va au vote, il y aura des abstentionnistes et vous savez, même si c'est 10 personnes qui votent, si c'est la majorité, si c'est 6 personnes qui disent oui, c'est fini, c'est adopté. Donc c'est un piège. Pourquoi nous conduire je vais revenir à... J'ai dit, il y a donc des révisions opportunistes. Le fait, par exemple, d'introduire dans une république aussi fragile que la nôtre, le système de modification constitutionnelle par voie de congrès parlementaire, j'ai dit, mais c'est un gros piège. Ça veut dire que tout ce qui fait objet de débat aujourd'hui passerait comme une lettre à la poste sans que personne ne sache que c'est. Si jamais l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent dessus, peuvent être majoritairement. Et il y a un embrigadement. Il y a un autre. Est-ce que les gens savent que il y a une disposition qui dit que tout député démissionnaire, tout sénateur démissionnaire de son parti perd automatiquement son mandat. Mais quand vous parlez de piège, M. Maïga, est-ce que vous voulez dire que c'est le gouvernement qui veut piéger? Est-ce que vous voulez dire que c'est le gouvernement qui veut piéger? La liberté d'opinion, elle est où? Tout à fait, mais est-ce que vous voulez dire que c'est le gouvernement qui veut piéger? Bien sûr. Alors, monsieur Yaya Sangaré, vous êtes de la majorité. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Maïga? Non, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, je voudrais quand même rappeler aux gens quand même que la révision constitutionnelle est une pratique légale quand même. Qui est même prévue par la Constitution du 25 février 1992 qui dit qu'on peut réviser la Constitution. Donc c'est les autorités en place qui estiment maintenant la nécessité maintenant d'aller à la révision. Donc c'est là aujourd'hui, je pense qu'il y a des raisons évidentes qu'il faut aller. Alors parlons de communication. Pourquoi jusqu'à présent la sensibilisation, est-ce qu'elle est en cours? Je disais qu'au lieu que la majorité soit là en train de défendre le oui et que l'opposition défende le non, est-ce que vous ne devrez pas tous deux défendre tout simplement une communication, une stratégie de communication pour sensibiliser la population afin qu'elle-même puisse décider si oui ou non elle va voter? Justement, c'est ce que j'aimerais en venir. Pour moi, aujourd'hui, c'est que l'Assemblée a fait, majorité comme opposition. Les deux ont travaillé vraiment ensemble dans la collaboration parfaite pour qu'on ait un texte collectif consensuel. Mais l'opposition, maintenant, au dernier moment, n'a pas voulu voter. Ça, c'est son droit. Oui, ça, c'est le travail au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pour sensibiliser la population. Cette loi est programmée pour le référendum le 9 juillet. Je crois qu'il faut qu'on laisse le peuple malien
souverain, décider maintenant d'accepter ou de ne pas accepter. Mais je ne vois pas le problème. Pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas encore commencé à sensibiliser les Maliens? Parce qu'aujourd'hui, l'opportunité qu'on est en train maintenant de brandir à tout moment, parce que l'intégrité est atteinte, c'est là, je crois que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt, a tranché ce problème. Maintenant, il s'agit maintenant d'expliquer aux Maliens quels sont les avantages que les uns et les autres peuvent avoir vraiment de ce texte-là. Donc, pour moi, les gens ne doivent pas se mettre dans une position systématique de non ou dans une position systématique de oui. Il faudrait quand même qu'on donne la bonne information aux Maliens, qu'on dise la vérité aux peuples maliens. On doit donner une bonne information, mais vous parlez de vous également. Est-ce que vous avez commencé à donner une information aux Maliens, sensibiliser les Maliens par rapport à cette révision? Oui, parce que nous, on a donné le texte qui a été voté. Parce que nous sommes en train d'apprendre à côté quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'il y a le projet initial qui a été soumis à l'Assemblée, mais il y a la loi qui a été votée. Mais les gens sont en train de continuer à distribuer ou à décier le projet initial. Alors donnons la parole à l'opposition. Monsieur Tcheblin Dramé, vous faites partie, le Parena fait partie d'un collectif du non pour dire non à cette révision. Mais est-ce que vous êtes en train de sensibiliser la population pour qu'elle sache déjà ce qui est dans ce texte? Oui, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en train d'appeler la population à dire non au projet. Nous demandons le retrait pur et simple de ce projet de bricolage de la Constitution de 1992. Au nom de qui? Au nom des partis de l'opposition, de nombreuses associations de la société civile, des nouveaux mouvements démocratiques de jeunes et de femmes, de nombreuses personnalités et d'une centrale syndicale, en l'occurrence la CSTM. Nous avons mis en place une plateforme contre le bricolage de la Constitution qui s'appelle Ante Abana, touche pas ma Constitution. Donc, on n'est pas là en train de dire qu'il faut aller au non. Nous sommes là pour inviter le président de la République à la sagesse, qu'il retire ce projet qui n'a pas fait l'objet de dialogue politique, de concertation préalable avant que le texte soit envoyé à l'Assemblée nationale. Que c'est contraire à l'esprit de Mars, c'est contraire aux idéaux de Mars, c'est contraire à la tradition de dialogue dans ce pays. Le président, s'il persiste dans cette position, il aura démontré qu'il n'est pas, il aura confirmé qu'il n'est pas un homme de dialogue, qu'il est un homme de passage en force. Et il faut qu'il sache qu'il y a dans ce pays des démocrates et des patriotes qui en ont assez d'être méprisés, qui en ont assez de ce comportement cavalier. Et je dis tantôt que c'est du bricolage de la Constitution. Le projet, les amendements... Comment allez-vous procéder pour que ce projet soit... Mobiliser le peuple malien. Justement, et déjà samedi 17 janvier, à partir de 9h, nous appelons les populations de Bamako et environ à se regrouper à la place de la Liberté. Je pense qu'il y a des manifestations qui ont été organisées précédemment et qui ont été empêchées par les forces de sécurité. Pensez-vous que cette manifestation pourra se tenir? C'est ce qui a eu lieu le 8 juin et le 10 juin. La répression, la manifestation organisée par les jeunes du mouvement Trop c'est trop, c'est une atteinte à la liberté de manifestation pacifique. Monsieur Yaya Sangaré, pourquoi les autorités ont empêché ces manifestations? C'est une atteinte au droit. Monsieur Sangaré, pourquoi les autorités ont interdit ces manifestations? Je vais vous donner la parole tout de suite. Constitution et ce n'est pas. Non, moi, je ne pourrais pas répondre quand même à la place quand même des autorités parce que je ne suis pas du gouvernement, mais je dis quand même que nous ne sommes pas. Il y a quand même l'état d'urgence qui a été voté. L'état d'urgence quand même empêche quand même des regroupements. Ça, je pense que ça. Mais l'état d'urgence justement veut dire qu'on est en situation d'insécurité. Vous êtes d'accord? On est dans un état d'urgence. État d'urgence. Pourquoi? Il y a de l'insécurité au Mali, c'est là on ne peut pas le nier. Pourquoi sommes-nous en état d'urgence? Il reconnaît, l'honorable Sangaré reconnaît qu'il y a de l'insécurité au Mali. C'est le minimum qu'on peut dire. Par rapport à l'insécurité, écoutons monsieur le ministre Thiéma Hubert par rapport à la déclaration qu'il a faite concernant la situation sécuritaire. Je comprends que sous votre question, vous faites référence aux questions relatives à l'insécurité. Mais cela ne peut pas nous empêcher, ne devrait pas nous empêcher. Nous avons tenu les élections municipales il y a juste quelques mois dans les mêmes conditions. Nous ferons en sorte
sorte que les régions du Nord et celles du Centre puissent être sécurisées par nos forces et avec l'aide des partenaires, afin que cette consultation référendaire, en tout cas, soit partagée par le plus grand nombre de Maliens. On parle de l'insécurité, mais une des solutions pour qu'il y ait moins d'insécurité, c'est que l'accord de paix soit mis en œuvre. Et pour que sa mise en œuvre soit complète, nous sommes obligés de passer par le référendum. Le ministre de la Sécurité intérieure et le ministre de la Défense travaillent à cela et pourront s'exprimer le moment venu plus efficacement et avec plus de compétences que moi. Que pensez-vous, M. Maïga, par rapport à ces déclarations du ministre? Véritablement, je pense que on va dans le déni, en fait. On va dans le déni et c'est justement confirmer cette partition du pays que de faire un référendum qui est populaire sans une partie des populations maliennes. Moi, je suis d'une région du Nord, mais il n'y a aucune présence de l'État. Les gens sont laissés à eux-mêmes et j'imagine mal des élections se dérouler dans des circonstances qui sont ce qui prévaut aujourd'hui. Alors, pourquoi voudrait-on persister dans cela? Si c'est pour appliquer et l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, mais pourquoi c'est l'État malien seulement qui fait dans le zèle de respecter ses engagements au titre de cet accord, alors que les autres ne font absolument rien? Les groupes armés ne font absolument rien pour justement simplement permettre à l'État d'occuper la plénitude de justement, à Kidal, dernièrement, il y a eu une attaque qui a fait une trentaine de morts et également... Mais déjà que l'État ne s'y trouve même pas. Et au-delà du fleuve Niger, l'État est absent. C'est les 2/3 du territoire national. Et que vous imaginez cela. Monsieur Yaya Sangaré, vous pensez que le référendum peut se tenir dans ces conditions? On a vu la semaine dernière tout court, il y a eu à peu près 34 morts, une trentaine de morts à Kidal, 4 casques bleus qui sont également morts. Quand nous avons voté cette loi de révision, nous avons recommandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que les élections, les référendums puissent se tenir sur l'ensemble du territoire. Il appartient au gouvernement maintenant de prendre les mesures. Donc, moi, je crois qu'il faut maintenant suivre le travail du gouvernement pour que les élections puissent se tenir sur l'ensemble du territoire. Parce que vous annoncez la date du 9 juillet comme une évidence. Alors qu'une condition sine qua non est là, il y a l'insécurité partout. Elle n'est pas résiduelle. Et je suis désolé de le dire, elle n'est pas résiduelle. On va l'attendre 30 secondes de répondre à cette question. Elle est loin d'être résiduelle. Et laissez-le parler, s'il vous plaît, M. Maïga. Oui. Alors, donnons la parole à M. Tcheblin Dramé. On entend tout de suite que l'accès à Facebook a été interdit et difficile. Il semblerait que l'accès à Facebook sur Facebook soit difficile, sauf à travers l'application VPN. Est-ce que... C'est une atteinte à la liberté d'information, comme la répression des manifestations du 8 et du 10 juin sont des atteintes à la liberté de manifestation pacifique pourra se faire? Nous allons utiliser les droits démocratiques contenus dans la Constitution du Mali et nous allons marcher le 17 juin. Êtes-vous convaincu que le projet sera retiré? S'il vous plaît, deux choses importantes, qu'il retire le projet ou pas. C'est que le gouvernement, sur la question de la sécurité et les déclarations, ne sont pas responsables. Les 2/3 du territoire sont en proie à l'insécurité. Il y a eu plus de 500 Maliens qui sont morts depuis le début de l'année. 500 écoles sont fermées au nord et au centre. Des milliers de gosses sont jetés à la rue. Vous avez 70 sous-préfets qui ont fui leur poste à cause de l'insécurité. Vous avez 10 otages qui sont enlevés et qui sont retenus au Mali. Personne ne sait où ils sont. Vous avez les 3 étrangères, la Suissesse, la Française et la Colombienne, mais vous avez 6 femmes qui sont pris en otage également. Dans ces conditions, un agent de l'INPS. Dans ces conditions, est-ce que vous croyez que c'est responsable de faire ça? Monsieur Sangaré, est-ce que le projet sera retiré? Sur l'accord d'Alger. Non, moi, ça c'est de la responsabilité. On va écouter juste sa réponse. Le président de la République a un respect pour sa majorité et pour l'ensemble des Maliens que nous avons eu à écouter. Moi, je pense qu'il faut aller au référendum. Et maintenant, merci, monsieur Sangaré. Alors, le temps ne nous a pas permis de parler davantage de cette question. Révision constitutionnelle, les Maliens divisés entre le oui et le non, c'était le sujet du grand dialogue de ce soir. Nos invités, Yaya Sangaré de l'ADEMA, représentant la majorité, Tcheblin Dramé du Parena, qui représente l'opposition, et Ibrahim Ikassa Maïga, enseignant à la faculté de droit privé. Je suis Mohamedou Touré, à la technique Salim Djouara, mise en onde à régie vidéo Mamadou Ouattara, et le débat a été réalisé par Moumine Sendebo. Merci, à demain pour un autre numéro.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.